Retrouvailles entre le PCF, le PS et les Verts, mais aussi par le passage houleux d'Olivier Besancenot de la LCR. Et dans son discours de clôture, Marie-Georges Buffet a lancé un appel. Arrêtons à gauche de reculer, d'hésiter, de jouer perso, avant d'appeler à manifester pour les salaires le 27 septembre. Alors cette phrase, Patrick Braouezec, bonsoir, on la voit. Bonsoir. Vous êtes député PCF de Seine-Saint-Denis. Elle s'adresse à qui? Oh, je pense qu'elle s'adresse à tout le monde, y compris à Marie-Georges Buffet elle-même. C'est-à-dire, c'est elle la diviseuse? Non, c'est une de celles qui n'a pas permis, par exemple, au présidentiel d'avoir une candidature unique de tous ceux qui avaient beaucoup œuvré pour le nom de gauche aux élections européennes et qui aurait permis d'avoir une candidature unique lors de la campagne présidentielle. Est-ce que c'était possible quand on a vu l'accueil qui a été réservé à Olivier Besancenot hier à la fête de l'Humanité, y compris par des militants? Ceci est une conséquence de cela et je crois qu'aujourd'hui on aurait intérêt effectivement d'abord à parler plus du projet. Et puis cette phrase-là, je pense que beaucoup de gens peuvent la prononcer et ce n'est pas pour autant qu'on construit un projet politique à partir de cette phrase. Alors vous êtes un rénovateur critique à l'encontre de Marie-Georges Buffet, on l'a bien compris. Au PCF aussi, il y a des divisions sur l'avenir du parti. Il passe par quoi à vos yeux? Je crois que le Parti communiste a encore raté une occasion de se renouveler et le texte qui aujourd'hui est soumis au Congrès qui va se tenir à la fin de l'année est un texte qui n'a plus rien à voir avec la société dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous reprochez? C'est un texte qui n'a pas de sens par rapport... On aurait très bien pu avoir ce texte il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Mais nous qui ne connaissons pas forcément les détails du texte, qu'est-ce que vous reprochez par exemple? Je considère aujourd'hui qu'on devrait pouvoir construire une force politique qui fasse appel à toutes les forces qui... ont des sensibilités bien sûr communistes, parce que je pense que l'hypothèse communiste est encore d'actualité, à condition qu'on la débarrasse de ces vieux oripeaux, mais aussi de toutes les considérations environnementales, sociétales, sociales, économiques, mais à condition de ne pas être dans une stratégie de productivisme. Et je pense qu'aujourd'hui, le Parti communiste n'a pas rompu avec cette tradition et son histoire. En décembre prochain, lors du Congrès, est-ce que vous souhaitez que Marie-Georges Buffet se représente au poste de secrétaire national? Pour moi, ce n'est plus la question, ce n'est plus une question, que ce soit Marie-Georges Buffet ou quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens. La question n'est pas là. La question est de savoir si le Parti communiste était capable de se réformer. Je prends acte que ce n'est pas possible. Et je pense qu'aujourd'hui, je serais tenté de dire que l'avenir est ailleurs et qu'il s'agit aujourd'hui de construire effectivement une force politique autre que le Parti communiste français, à la fois dans son contenu et à la fois dans sa structure. La forme pyramidale, la forme parti n'est plus une forme adaptée à la société. Quand on vous entend, on a l'impression que vous allez quitter le Parti communiste français. Je ne sais pas encore si je le ferai, mais je reste communiste. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il faut, avant de quitter le parti, et si jamais je le faisais, ça serait avec beaucoup de déchirure, parce que c'est quelque chose qui est enraciné, qui est profond. Mais si je le faisais, ça serait à partir du moment où effectivement une autre force politique émergerait et que l'on serait capable effectivement de construire une alternative. Le parti d'Olivier Besancenot, par exemple? Non, parce que je pense que Olivier Besancenot a finalement a claqué la porte quelque part et en tout cas ne crée pas les conditions d'une alternative politique puisqu'il est simplement dans l'opposition. Donc ça sera sans doute effectivement avec le Parti socialiste, mais pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui et pas sur la base de ce qu'a dit Marie-Georges Buffet lors de la fête de l'Humanité. Beaucoup de conditions. Merci Patrick Braouezec d'avoir accepté notre invitation ce soir. La venue du pape à Paris a relancé le débat sur la laïcité, d'autant que le président de la République a une nouvelle fois développé à cette occasion son idée de laïcité positive. Lorsqu'il l'avait évoqué une première fois, il y a 9 mois, ça avait suscité beaucoup de réactions dans le monde politique. Et bien cette fois encore, à droite pour défendre Nicolas Sarkozy et à gauche pour dénoncer une remise en cause des principes républicains. La laïcité, bien sûr, c'est l'indépendance totale de l'État, de la République, par rapport à tout courant de pensée, quel qu'il soit religieux, philosophique ou autre, mais c'est en même temps la liberté de tout courant de pensée, d'apporter au débat sa contribution et de faire en sorte qu'au total, la République s'enrichisse. La laïcité, la grande loi de 1905 qu'on a célébrée, c'était une loi de paix et de respect à l'égard des religions. On disait en France, il y a eu la guerre des deux France, ça a animé la France pendant très longtemps. Les enfants apprennent la révocation de l'édit de Nantes et puis tout le 19e qui a été terrible. À un moment, on fait la paix. C'est plus la bagarre entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ce qui permet de faire quoi? Eh bien, de mettre au premier plan non plus la question religieuse, mais la question sociale. Et je crois que Sarkozy veut remettre la question religieuse de façon conflictuelle au centre de la vie publique pour qu'on ne parle pas de la vraie question qui est la question sociale. Moi, je dis une chose très claire. Aujourd'hui, il y a quand même un intégrisme religieux et que, quand on parle de laïcité positive, je veux qu'on parle de ce que fait l'Église en Afrique. D'être contre la contraception en Afrique, c'est combien de millions de morts? C'est ça que je veux qu'on parle. Alors, laïcité positive, c'est aussi débat positif.
Alors ça fait parler la laïcité, Catherine Demangeat, mais évidemment c'est à gauche que les critiques sont les plus vives. Oui, pour les socialistes, les communistes ou les Verts, il n'y a pas de laïcité positive ou négative, de laïcité ouverte ou fermée. Il y a la laïcité, point, et c'est un principe républicain. Alors il y a eu une flambée de protestations ce week-end. Pour certains, le risque, c'est la remise en cause de la neutralité de l'État, c'est la porte ouverte au communautarisme. Le socialiste Manuel Valls, qui pourtant n'a pas été choqué par la réception du pape à l'Élysée, n'en est pas moins critique sur le fond. Ce n'est pas au président, dit-il, d'expliquer aux citoyens que sans la religion, rien n'est possible. Et puis celui qui se veut l'opposant numéro 1 aujourd'hui, François Bayrou, a aussi donné de la voix. Pourtant issu de la démocratie chrétienne, il dénonce également le mélange des genres entre l'État et la religion. En revanche, à droite, sans jeu de mots, pas d'état d'âme. Non, dans le camp du président, on rejette en bloc toutes les accusations, toutes les suspicions. On a entendu Luc Châtel, Nathalie Kosciusko-Morizet a martelé le même message. La séparation entre la religion et l'État ne doit pas empêcher un dialogue. Reste que beaucoup s'interrogent. On le sait, Nicolas Sarkozy ne cache pas son admiration pour le modèle américain. Alors, ne rêve-t-il pas d'une société à l'américaine où cohabitent les différentes communautés religieuses? N'y a-t-il pas un risque de retoucher à terme la loi de 1905? En tout cas, même si Nicolas Sarkozy a mis un bémol à son discours, même s'il n'oppose plus le curé à l'instituteur, eh bien, il a relancé la polémique et sur le terrain de la laïcité, le débat est forcément passionné. Merci Catherine pour cette analyse ce soir. Une bonne nouvelle au moment où l'on parle beaucoup de pouvoir d'achat en Berne. Dans plus de 130 villes, mercredi prochain, les transports en commun seront à 1 € pour toute la journée. Une initiative menée à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité. Il faut savoir que de plus en plus de Français utilisent les transports en commun pour se rendre au travail. Et le gouvernement doit préciser dans la semaine son projet d'aide au trajet domicile-travail, financé par les entreprises. Les syndicats demandent 200 à 300 € par mois. Le patronat ne veut pas en entendre parler. Pourtant, le système existe déjà, par exemple à Strasbourg, comme nous le montrent Renaud Hetzer et Franz Frenzel. Dans les couloirs du nouvel hôpital civil, Martine Bergy a le sourire. Depuis 16 ans, cette infirmière-chef prend le train Colmar-Strasbourg. Dans quelques semaines, sa facture mensuelle va diminuer. Je vais prendre le TER comme d'habitude. Par contre, je vais sur le plan de l'abonnement passer à l'abonnement annuel pour bénéficier d'un remboursement de 25%. 25 € de moins chaque mois, une somme qui sera désormais prise en charge par la direction, non par obligation ou philanthropie, mais tout simplement pour bouter la voiture hors de l'hôpital. Les 6 000 employés de l'hôpital civil ont été interrogés par écrit sur le sujet le mois dernier. On leur demande de s'engager à venir travailler principalement autrement qu'en voiture individuelle. Et en contrepartie, nous, on leur propose des services. Si je prends l'exemple des transports en commun, eh bien, on leur propose de prendre en charge une partie de leurs frais d'abonnement annuel de transport en commun. L'hôpital, bientôt la Poste, mais aussi la préfecture ou le Conseil général du Bas-Rhin, ce sont surtout les entités publiques qui se sont lancées dans l'aide au déplacement de leurs salariés. En tout, une petite cinquantaine d'employeurs alsaciens. Parmi eux, très peu d'entreprises privées. La CCI de Strasbourg tente pourtant de les convaincre. L'entreprise, quand elle recrute aussi la voiture du salarié. Et ça représente un coût conséquent, et en termes de foncier, et en termes de risque d'accident. En subventionnant les transports en commun notamment, l'entreprise peut réduire nombre de ses coûts. Oui. En matière de transport, les plus choyés restent sans doute les 6 700 salariés de la communauté urbaine de Strasbourg. La CUS, qui veut donner l'exemple, rembourse 75% des frais de transport en commun de ses salariés. Toujours à propos de transport, sachez que le trafic dans le tunnel sous la Manche sera assuré de 35 à 40% demain. La priorité sera donnée aux convois de fret et aux Eurostars. Le retour à la normale est attendu pas avant plusieurs semaines. Et en attendant, les ferries bénéficient de la situation. Depuis jeudi, les compagnies ont enregistré 30% de passagers piétons en plus. Et puis l'avenir d'Alitalia est suspendu, lui, aux dernières négociations qui se sont ouvertes aujourd'hui pour sauver la compagnie aérienne de la faillite. Demain, plusieurs avions resteront au sol. Alitalia n'a plus les moyens d'acheter de kérosène. Aujourd'hui, plusieurs centaines d'employés ont manifesté pour exprimer leur inquiétude en bloquant notamment temporairement les guichets. Et puis demain, en France, sera mise en circulation, mais en quantité limitée, une nouvelle pièce de 15 € que vous voyez. Gare aux confusions. Alors pour les étourdis, rappelons que ça représente quand même 100 de nos anciens francs. Et puis bientôt, la pièce de 100 € annoncée pour novembre.
Parlons maintenant d'une affaire qui roule, c'est le cas de le dire, et ça montre bien qu'en matière de drogue, les trafiquants ont beaucoup d'imagination. À Lyon, des dizaines de kilos de cocaïne ont été saisis dans une voiture de collection. Il a fallu la désosser totalement pour trouver la marchandise. Le reportage d'Olivier Martin et Jean-Éric Gué. Chevrolet modèle 1952, la carrosserie est suffisamment tape à l'œil pour n'y voir que du feu. Les enquêteurs de la police judiciaire ont mis plusieurs heures pour désosser entièrement le véhicule. Caché dans les longerons, ces lingots de zinc dissimulaient la cocaïne. 25 kilos ont été saisis. La drogue est d'une grande pureté. Une fois transformée, sa quantité peut quadrupler. Un trafic digne de la French Connection. Nous avons été surpris surtout par les caches aménagées dans ce véhicule, on ne s'y attendait pas. Il nous a quand même fallu 8 heures pour désosser et trouver sur une voiture le produit, alors qu'on savait que ce produit s'y trouvait. Ce qui prouve qu'on n'a pas affaire à un petit réseau de dealers d'habitude, quoi. On a affaire à un beau réseau. La Chevrolet ne roule plus depuis longtemps, elle aura pourtant fait un long voyage. La belle américaine aura traversé l'Atlantique. Les enquêteurs l'ont retrouvée dans un container à Fos-sur-Mer, en provenance du Chili. 7 personnes, dont 7 hommes, ont été interpellées et placées en garde à vue. Après plusieurs mois de travail, les policiers ont démantelé un réseau dont les membres sont pour la plupart originaires de la région de Lyon. L'enquête se poursuit pour déterminer si d'autres véhicules de collection servaient à convoyer de la cocaïne sud-américaine. Il a 21 ans, il est le plus jeune champion de l'histoire de la Formule 1. L'Allemand Sébastien Vettel a remporté sa toute première victoire cet après-midi au Grand Prix d'Italie de Formule 1 sur le circuit de Monza. Aux Jeux paralympiques, encore une bonne journée pour la France avec 7 nouvelles médailles. Et parmi les médaillés du jour, la joueuse de tennis Florence Gravelier en bronze. Et puis voici les 3 derniers résultats de Ligue 1 de football. Il y a quelques minutes, le PSG et Nantes se sont séparés sur la victoire de Paris 1-0. Ça enfonce encore plus Nantes, but de Kezman. Caen a battu Saint-Etienne 2-1. Lille a fait match nul face à Sochaux 1-1. Comme tous les ans, le défilé marquant l'ouverture de la Biennale de la danse de Lyon est toujours un superbe spectacle. Un défilé sur le thème du développement durable cette année, vous le voyez, avec des décors végétaux, des costumes recyclés et puis un hommage aux danses du monde. Dans un instant, c'est Quand le bonheur, un documentaire. Demain pour le 12-13, Stéphane Nipper, pour le 19-20, Audrey Pulvar, et le soir 3 avec le retour de Ce soir ou jamais, Carole Gessler à 23h. Bonne soirée, bonne semaine, merci, à bientôt. « 26 mars 62, Alger. Une centaine de Français est abattu par notre armée. Enquête sur le massacre de la rue d'Isly, tout de suite sur France 3. Dans nos vies compliquées, il ne se passe pas un jour sans qu'on nous demande quelque chose. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu voudrais? Pour avoir réponse à tout, à la carte, c'est tous les jours en direct sur France 3. Pour la première, un sujet épineux et qui nous concerne tous à la rentrée. Sommes-nous otages de notre syndic? Comment faire valoir nos droits? Nous attendons vos questions, vos témoignages par téléphone, internet ou SMS. Interrogez Valérie Durier et ses spécialistes. Ils répondent à la carte en direct dès demain 16h30 sur France 3. J'avais en face de moi le fusil mitrailleur à moins de 10 mètres. Je l'ai vu tirer, j'ai vu les gens tomber à droite, à gauche. Ça a été horrible, quoi. Je peux vous dire que le 4e RT n'a jamais ouvert le feu sur les Français. Il a ouvert, je dis bien, ouvert le feu. Et à ce moment-là, j'entends la voix de ma sœur Annie qui me dit « Ils ont tué René ». Mon mari a été assassiné. Oui, on l'a assassiné, oui. Le 26 mars, on assassine des Français. On était inaptes à remplir des missions en ville. On a été manipulés, on a été les jouets du pouvoir politique de l'époque. Le 26 mars 1962, la rue d'Isly à Alger est le théâtre d'une manifestation et d'un massacre.
Mon lieutenant, criez, je vous en supplie. Au nom de la France, à ton feu! Une quarantaine de secondes d'images, de cris, qui témoignent d'un des épisodes les plus controversés de la fin de la guerre d'Algérie. Le 26 mars 1962, l'armée française tire dans la foule. Bilan officiel, une quarantaine de morts, environ 150 blessés. Jamais, depuis la Commune de Paris, pratiquement un siècle plus tôt, l'armée n'avait été impliquée dans une telle tuerie touchant la population française. Pudiquement baptisé fusillade de la rue d'Isly, ce drame est toujours entouré d'un mur d'indifférence, de silence. Il reste cette question. Quel engrenage a pu conduire à un tel massacre ? À Évian, sous les fenêtres de l'hôtel du Parc, la tempête du lac s'est apaisée. Symbole peut-être. Et tour à tour, Belkacem... La route qui mène à la rue d'Isly passe d'abord par Évian. Nous sommes en mars 1962. Depuis des semaines, les représentants du gouvernement français et du Front de Libération Nationale, le FLN, tentent de trouver une issue à cette guerre qui dure depuis plus de 7 ans. Des pourparlers insupportables pour la majorité de la population européenne d'Algérie. Pour les pieds noirs, cela signifie la fin de leur Algérie française. Impossible d'accepter l'inacceptable. Ces rencontres à répétition entre deux entités diabolisées, le pouvoir, incarné par un De Gaulle accusé de toutes les trahisons, et le FLN, exsangue militairement, mais au final, vainqueur politiquement. Pendant qu'à Évian, on négocie, l'Algérie continue d'être à feu et à sang. Une partie de la population européenne a basculé dans le terrorisme, incarné par l'organisation armée secrète, l'OAS. Pour nombre de pieds noirs, l'OAS représente le dernier recours. Malgré les centaines d'attentats perpétrés par l'organisation, sa politique de terreur, qui a déjà causé des milliers de morts et de blessés. Dorénavant, l'armée et les forces de l'ordre mènent une lutte à mort contre l'OAS. D'innombrables heurts opposent les forces de l'ordre aux pieds noirs. Chaque camp stocke, rancœur et haine. J'avais peur tout le temps. J'avais peur pour les enfants. J'avais peur pour mon mari. Vous sentiez quoi? Que l'Algérie française s'était terminée, que... Non, j'ai pas senti ça, que c'était terminé. Je n'y ai pas cru, que c'était fini. Ça, je l'ai pas cru, jamais. Jusqu'au moment où je suis partie, j'ai pas cru que c'était fini. J'ai cru qu'on pourrait vivre ensemble. Pas comme ça se passait, mais qu'on pouvait trouver une solution, qu'il y avait une solution, qu'on allait vivre ensemble. Les gens espèrent encore, qu'il s'agisse d'Oran, d'Alger, etc. Il y a une foi qui demeure encore, mais la tension est extrême, parce que les gens voient très bien que nous sommes proches de la fin, quelle que soit cette fin. Qu'il y ait une réaction militaire qui mette en échec la politique du général de Gaulle, ou que l'indépendance de l'Algérie se fasse, ils sont absolument certains que nous arrivons à la fin de cette longue guerre, qui aura quand même duré 8 ans. Le 16 mars, à Évian, on compte les heures. Un accord entre les représentants du pouvoir et du FLN semble imminent. En Algérie, les autorités politiques et militaires se préparent à une épreuve de force de plus grande ampleur. Ces accords qui se précisent vont probablement attiser la colère de la population européenne, la pousser un peu plus dans les bras de l'OAS. Ce 16 mars se produit alors une première série de faits capitaux pour comprendre ce qui va engendrer le massacre du 26 mars. À Berouaghia, à une centaine de kilomètres au sud d'Alger, on anticipe des désordres graves.
Le général Ayré, commandant en chef des forces armées en Algérie, fait une tournée d'inspection des troupes placées en réserve. En prévision de mouvements insurrectionnels, il s'agit pour le général Ayré de disposer de troupes fiables. Berrouaghia est une des bases d'une unité bien spécifique. Le 4e régiment de tirailleurs algériens, dit 4e RT. C'était de bons combattants, des hommes frustres, solides physiquement, courageux, obéissants. Et puis, le respect de l'officier. Parce que l'officier possède le savoir, donc je pense qu'on respecte le savoir. Le savoir et l'autorité. Première et Seconde Guerre mondiale, guerre d'Indochine, le 4e RT est un des régiments les plus titrés de l'armée française. Une unité mixte, mélangeant Algériens en grande majorité et Français, appelés et engagés. Le régiment compte même un certain nombre d'heures alliés. Des anciens combattants des mouvements indépendantistes qui ont rejoint l'armée française. Un bon outil de guerre qui mène la vie dure à l'armée de libération nationale, la branche militaire du FLN, depuis des années. En 1962, les tirailleurs qui restent encore en fonction sont des tirailleurs particulièrement engagés. La plupart de ceux qui ont voulu trahir ont trahi avant, ou ont changé de camp avant. S'ils sont encore là, bien que ce soit des engagés volontaires, c'est qu'ils ont envie de l'être, avec leurs armes, sous un commandement français. Donc ce sont des hommes qui ont été engagés dans des opérations très difficiles pour lesquelles ils étaient parfaitement préparés, c'est-à-dire dans leur nature, dans leur possibilité, dans la potentialité, disons, technique. Ce 16 mars, à l'occasion de la visite du général Ayré, le chef du 4e RT, le colonel Goubard, aurait demandé que son unité ne soit pas employée à Alger, pour faire du maintien de l'ordre, se transformer, selon la terminologie d'usage, en troupe de 3e catégorie. Renforcer les forces de police, avec la possibilité, normalement sur ordre, de tirer. Tirer, du moins sur la population européenne d'Algérie. La hantise, depuis des années, des unités militaires engagées dans ce type d'opérations en ville. Comme en témoigne cet officier, dont l'interview est diffusée en 1960 dans l'émission d'information 5 colonnes à la une. Quelle était votre mission? Bien, initialement, le matin, j'avais reçu mission de m'installer avec mon unité autour du PC du corps d'armée d'Alger, avec en principe la mission d'installer des bouchons face aux grandes artères venant de Bab el-Oued pour empêcher des manifestants venant de ce faubourg de se diriger vers le centre de la ville. Le matin, évidemment, nous avons été un peu vexés de la façon, et surpris surtout de la façon dont ces gens ont réagi devant nos barrages. Quand on leur disait de ne pas passer, ils nous ont bousculés. Alors, des problèmes, évidemment, il y a eu la question s'est posée, est-ce qu'on sera obligé de tirer sur d'autres Français? Il y a la discipline militaire et il y a les ordres que nous aurions reçus. Il n'y avait pas de problème, en ce sens qu'il y avait un problème moral, si vous voulez, mais le jour où on nous aurait dit il faut tirer, on aurait bien été obligé d'y aller. Une véritable mise en garde. Ce que redoutait cet officier en mars 1960, c'est probablement ce que redoute encore plus en mars 1962 le chef du 4e RT, le colonel Goubard, qui fait face à d'autres problèmes, dont il aurait fait part au général Ayré. Les tirailleurs d'origine algérienne sont déstabilisés par ce qui se passe à Évian. Des désertions se font jour. Quid de l'immersion d'une telle troupe en milieu urbain, dans une situation de guerre civile, d'affrontements intercommunautaires? Comment faire face à une population européenne radicalisée? À l'issue de cet entretien, le général Ayré aurait promis de tenir compte de ses craintes. Une note spécifique aurait été envoyée. La note 905. Quelle décision a été finalement prise par le commandant en chef des forces armées en Algérie? Envoyer ou pas des éléments du 4e RT à Alger? Et comment utiliser cette unité?
Le problème, c'est qu'on ne connaîtrait pas la teneur de ce message. De fait, on ne trouverait trace que de ça dans les archives de l'armée. Un bordereau d'envoi. Mais quel est le contenu de cette note? Où est-elle passée? Égarée à l'époque, toujours pas accessible aujourd'hui? Mystère. Un autre document laisse penser que finalement l'armée ne va plus hésiter à déployer des troupes dites indigènes. La note 965, émise par les services de ce même général Ayret, destinée au corps d'armée d'Oran, il s'adresse également à d'autres zones militaires, notamment Alger. Au sujet de vos forces disponibles, j'estime que vos régiments de tirailleurs peuvent maintenant être utilisés sous réserve de ne pas être mis en contact avec la foule. Que prouve ce document? Au final, les régiments de tirailleurs peuvent donc être employés en zone urbaine, avec certaines précautions d'usage, à condition de ne pas être mis en contact avec la foule. Ce message ambigu est daté du 21 mars. Dans 5 jours, les hommes du 4e RT seront mis en contact avec la foule. Et soudain, après 12 jours de discussions serrées, la salle des délibérations se retrouve silencieuse et vide. Pendant que les hélicoptères remportent au-dessus du lac la délégation algérienne, les ministres français quittent l'hôtel. Les sourires annoncent qu'une grande heure attendue depuis plus de 7 ans va sonner. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian sont signés. Le 19 mars marque officiellement un cessez-le-feu. Pas pour l'OAS et ceux qui la soutiennent. Pour eux, les accords d'Évian signent l'abandon de l'Algérie française. Pour ses partisans, il faut réagir, se battre, par tous les moyens. Le 19 mars, le cessez-le-feu, le pouvoir, on va les niquer, comme on dit à Bab el-Oued, un des quartiers les plus populaires d'Alger. Haut en couleur, fort en gueule, le quartier des petites gens, comme on disait à l'époque. L'Algérie française d'en bas, qui se sent acculée. L'OAS a fait de Bab el-Oued son sanctuaire. Tous les jours, des patrouilles de l'armée française patrouillent dans Bab el-Oued. Nous avons décidé de les encercler, mais non pas par des commandos, par des civils, des femmes, des hommes, pourquoi pas des enfants, avec des drapeaux français, à chanter la Marseillaise. Nous allons les encercler, coller à la ceinture, presque au corps, pour éviter un incident et leur dire qu'on ne veut absolument pas faire la guerre à l'armée française, que nous sommes parfaitement conscients qu'ils sont dans une situation épouvantable et que nous savons, puisque les accords d'Évian ont été signés depuis le 19 et nous sommes le 23 au matin, nous savons que vous allez partir. Donnez-nous vos armes, de manière à ce que nous puissions nous défendre quand vous ne serez plus là. En gros, c'était ça la revendication. Et ça devait se passer comme ça partout. Ça, c'était ce qui était prévu le 22. Dans la matinée du 23 mars, tout bascule. Une patrouille de l'armée tombe dans une véritable embuscade en plein Bab el-Oued. Les autorités affirment que les soldats, refusant d'être désarmés, ont été mitraillés par un commando OAS. Parmi les soldats, il y a 7 morts, 11 blessés, pour la plupart des appelés du contingent. Pour le pouvoir et l'armée, cela équivaut à une véritable déclaration de guerre. Une de plus. Et guerre, il y a. Bab el-Oued se transforme immédiatement en champ de bataille. Pour les forces de l'ordre, l'heure est au règlement de compte. Mais Alger couvrait sous ses murs blancs un drame plus tragique encore. Bab el-Oued, le vieil Alger européen aux lisières de la Casbah, livrait bataille aux forces régulières. Folie criminelle que ne peut expliquer que le tourment du désespoir. Drame démentiel dans lequel le sang a coulé. L'armée est demandée en appui des forces de l'ordre. Le 23 mars, une unité arrive en renfort à Alger, le 4e RT. On était dans une ferme du côté de Blida et on est parti sur Maison Carrée, à Alger. Ça vous a surpris? Oui, parce qu'on n'était quand même pas un régiment pour aller en ville.
Pourtant, plusieurs compagnies, soit plusieurs centaines d'hommes du 4e RT, sont maintenant déployés dans Alger. Donc on nous a demandé d'aller assurer le bouclage de Bab el-Oued pour que les militaires français, en particulier des CRS et des gendarmes mobiles, puissent perquisitionner les immeubles et en extirper les membres de l'OS. Mais les membres de l'OS n'étaient déjà plus là, ils étaient partis depuis belle lurette. Donc il ne restait dans les maisons que les femmes, les enfants, les vieillards. Et quand les gendarmes mobiles perquisitionnaient, ils cassaient tout. Bab el-Oued avait été mitraillé la veille par l'aviation, était entièrement bouclé, et en me mettant en place, je rencontre un officier gendarme que je connaissais, à qui je dis: ce que je vois me semble une honte. Les habitants de Bab el-Oued subissent une répression des plus impitoyables. Des milliers de perquisitions et des centaines d'arrestations ont lieu. Les appartements sont dévastés, les rafles se succèdent. La population civile compterait une vingtaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Le 4e RT participe au bouclage. Après le Djebel, il découvre un nouveau théâtre d'opération. Moi, je vais vous dire, j'avais 20 ans, on avait un peu peur. On avait peur de ce claquement je sais pas, des fusils mitrailleurs qu'on entendait constamment dans les rues, ça résonnait, ça faisait peur, les balcons, les fenêtres, il fallait toujours qu'on soit vigilant à tout. L'écho des rafales de mitraillettes ne s'éteint ici que pour se réveiller plus loin. Dans ce réduit cerné, sous la menace des canons, verrons-nous s'inscrire encore d'autres drames, verrons-nous tomber d'autres morts. Dans un Alger en plein chaos, les hommes du 4e RT sont trimballés, fourbus, peu de sommeil, déplacements incessants, tension, peur d'un ennemi invisible. Quelques jours auparavant, c'était encore le FLN. Dorénavant, c'est le partisan de l'Algérie française. Potentiellement, n'importe quel pied noir. Pour l'instant, le 4e RT n'est qu'un petit pion parmi d'autres déplacés sur un échiquier. Alger. L'enjeu de la partie: qui tient Bab el-Oued tient Alger, qui tient Alger tient l'Algérie. Et à ce jeu, l'OAS est en train de perdre. Bab el-Oued est totalement verrouillé par l'armée. Dès le 24 mars, le nouvel homme fort fraîchement nommé par le pouvoir en Algérie, le haut-commissaire Christian Fouché, exhorte déjà par voie de presse la population pied-noir à se tenir tranquille. Ma sœur travaillait à la Grande Poste à Alger et elle avait des coups de fil avec les gens de Bab el-Oued. Et c'est comme ça qu'elle était informée de ce qui se passait directement par les gens qui appelaient la Grande Poste. Et disaient: nous n'avons plus de pain, nous n'avons plus de lait, nous n'avons plus de nourriture. Pas de ravitaillement. Le 26 mars, quand mon mari est rentré, il n'a pas pu prendre le chemin habituel. Il est passé par les hauteurs d'Alger. Il est passé par les Tagarins pour rejoindre El Biar. Et quand il est rentré, il était bouleversé parce que les gens avaient posé des boîtes de lait. Et les soldats tiraient sur ces boîtes de lait. Et il est rentré bouleversé par cette image. Porter secours, porter des vivres, une façon d'essayer de desserrer l'étau. Les habitants des autres quartiers se mobilisent. Peine perdue. Les manifestations d'aide, de ravitaillement, y compris de médicaments, sont systématiquement repoussées. Ambulances et médecins ne peuvent pas davantage pénétrer dans Bab el-Oued. L'OAS a échoué à transformer le quartier en citadelle imprenable. C'est la population qui trinque. Alors, les autres Algérois iront libérer Bab el-Oued, par le biais d'une manifestation. Le nouveau coup risqué par certains chefs de l'OAS, dont un des responsables de la zone Alger, un certain colonel Vaudrey. L'idée qu'auraient pu avoir certains sur l'utilisation de la foule au mois de mars 1962 était, je dirais, non pas, et là vous me permettrez d'être un peu dur, non pas une idée stupide, mais une idée criminelle.
je proteste pas, je râle carrément, je manifeste ma mauvaise humeur. Je dis, c'est une imprudence, c'est une imprudence, j'espère qu'il ne se passera rien, mais c'est tout ce que je peux dire. Et j'interdis, à ce moment-là, aux gens de l'OS, j'interdis à ceux qui sont sous ma responsabilité et sous mon autorité de participer à cette manifestation, de ne pas se trouver là. Je leur ai même dit, envoyez votre famille si vous voulez, mais vous n'y participez pas. Vous êtes contre cette initiative, parce que justement vous jugez que dans ce climat, dans ce contexte-là, c'est quelque chose de dangereux, et en même temps, vous laissez partir les familles, les gens de votre famille, dans une manifestation. Par solidarité, monsieur, par solidarité, monsieur. Ça s'était passé comme ça le jour des barricades d'Alger. Ma mère, mes sœurs, mon père, mon oncle, mes cousins étaient au milieu des manifestants sur lesquels on a tiré. C'était comme ça, monsieur. C'était comme ça. L'appel à manifester est lancé sous la forme d'un tract, daté du 26 mars. Dans ce document, l'OAS multiplie mots et formules choc. Bab el-Oued subirait un étranglement, le quartier serait victime d'une monstrueuse opération sans précédent dans l'histoire, l'organisation le pense en immense ghetto, appelle à ne pas laisser perpétrer ce qu'elle nomme un génocide. Le tout accompagné de directives. Il s'agit de gagner par les grandes artères le périmètre du bouclage de Bab el-Oued. À la face du monde, l'heure de la manifestation est fixée, à partir de 15 h, le jour même, lundi 26 mars. L'OAS joue son va-tout. Faute de moyens militaires, il reste la foule. Quelqu'un est venu, que je ne connaissais pas, est venu me trouver en me demandant de bien vouloir me poster à l'entrée devant la grande poste pour empêcher les gens de la manifestation du 26 mars, empêcher les gens qui étaient armés de pénétrer dans la rue d'Isly. Les empêcher de passer parce que cette manifestation devait être entièrement pacifique. Le tract est distribué ou affiché, le téléphone pied noir fonctionne encore mieux. Ce 26 mars au matin, Alger s'attend à une manifestation immédiatement interdite par les autorités. Ça ne nous a jamais arrêtés, puisque quand une manifestation est toujours interdite, on y allait. Bon, vous savez, on a couru quand même avec des CRS aux fesses, il n'y a pas de problème. On a couru, on a pleuré sous les grenades lacrymogènes, donc ce n'était pas un souci pour nous. Le souci pour les autorités, c'est de prendre les mesures les plus efficaces pour empêcher les manifestants d'atteindre leur objectif. Bab el-Oued. Pas question de permettre une victoire des partisans de l'Algérie française, sous quelque forme que ce soit. Un dispositif d'urgence est mis au point par le général Capodano, qui commande la zone Alger-Sahel, et le général Ayré, son supérieur. Un dispositif qui présage du pire. Voici le document qui le détaille. En vert, les CRS. En bleu, les gendarmes mobiles. En rouge, les troupes dites de 3e catégorie, l'armée. Placées à des endroits clés, plateau des Glières, Grande Poste, le centre d'Alger. Et là, à un endroit stratégique, barrant les rues qui mènent directement à Bab el-Oued, qui retrouvons-nous? Les hommes du 4e RT, disposés en plusieurs barrages. L'un d'entre eux est placé rue d'Isly, la rue qui peut mener à Bab el-Oued. Le petit pion a pris sa place sur l'échiquier. Une question s'impose. Pourquoi placer cette unité quasiment en première ligne? Une mesure prise dans la précipitation? Une erreur d'appréciation, de l'inconscience ou une volonté délibérée? Un fait est sûr, dans la matinée du 26 mars, les militaires du 4e RT reçoivent leurs instructions. Les ordres, c'est préparer donc, faire barrage, ne laisser personne passer, coûte que coûte. En aucun cas, le barrage ne doit être forcé. Arrêter la foule par tous les moyens, y compris par le feu. C'est ce qu'on vous dit le matin? C'est ce qu'on nous dit. Ça vous surprend? Oui.
Oui. Pourquoi ça vous surprend? Ça me surprend parce que les gens qui sont devant nous, je ne sais pas, ça me surprend d'arrêter les gens par le feu. Au moment où on vous donne les ordres, ils ne sont pas encore devant vous. Oui, mais ça me surprend quand même que vous disent par tous les moyens arrêter cette manifestation. Donc, comment? Vous êtes sûr de ça? Le matin, on vous dit... Ah, ben oui, les ordres sont les ordres. Ça vous met mal à l'aise, cet ordre? Oui, oui. Un ordre suffisamment déroutant, même dans ce climat insurrectionnel, pour miner plusieurs officiers du 4e RT. Certains sont attachés à l'Algérie française, ne comprennent pas cette guerre contre les pieds noirs. Une situation qui pousse un jeune officier, ce matin-là, à prendre cette décision. J'écrirai au colonel pour lui dire qu'il ne faut plus compter sur moi sur ce genre de mission. Pourquoi vous écrivez ça? Vous sentez qu'il y a quelque chose de mauvais qui va arriver ou c'est juste que vous voulez plus être là? Je savais que on nous faisait faire des choses qui étaient malhonnêtes vis-à-vis de tous ceux qui avaient cru à l'Algérie française. Qu'est-ce que pressent cet officier du 4e RT? Que cette mission sent le désastre? Peut-être. Parce qu'il a déjà vécu une situation presque similaire, à Alger, à la tête d'une unité du 4e RT. Début juillet 1961, 8 mois avant la rue d'Isly. J'ai eu à faire du maintien de l'ordre auparavant contre les manifestations FLN. On s'est trouvé à la dernière minute avec un seul rang en face des manifestants, et alors que j'étais pris à partie et légèrement blessé par des coups de bâton, les tirailleurs ont tiré pour me sauver. Cette fois-ci, il n'y aurait eu, façon de parler, que quelques morts et blessés. Mais ce que nous révèle ce témoignage est capital. Nous découvrons que le 4e RT avait donc déjà donné dans le maintien de l'ordre et la répression, à Alger, et que les tirailleurs, quand il faut, n'hésitent pas à tirer, surtout quand on touche au chef. Notre enquête révèle également la présence de cette unité, toujours à Alger, en décembre 1960, sans heurts majeurs cette fois-ci. 1960, 1961, fin mars 1962, le 4e RT est donc à Alger pour la 3e fois. Difficile d'imaginer que cette unité n'est là que par pur hasard. Ce 26 mars 1962, en début d'après-midi, malgré l'interdiction des autorités, les manifestants convergent par milliers vers le lieu de rassemblement. Hommes, femmes, enfants, de tous les âges des milieux sociaux. Quand nous sommes arrivés au plateau des Glières, on voyait des militaires, mais bon, à Alger, il y avait toujours eu des militaires, il y avait des gardes mobiles, il y en a toujours eu, donc c'était pas quelque chose qui nous a marqué particulièrement. J'ai pas vu de chars, j'ai pas vu de tanks, j'ai pas vu de choses comme ça. Donc pour nous, c'était une manifestation de soutien sans plus. Il est environ 14h30. Plusieurs sections du 4e RT sont en place. Toutes les unités chargées du maintien de l'ordre se tiennent en contact radio permanent. Partout, il y a également contact avec la population, mais les informations sont contradictoires. Ici, on parle de civils en masse très menaçants. Là, des heurts sont signalés. Là encore, un barrage de l'armée a été tourné et noyé dans la foule, mais le compte-rendu évoque une manifestation d'ailleurs pacifique. À certains endroits, les barrages ont donc cédé ou ont semblé laisser passer les manifestants. À d'autres endroits, pas de passage possible. Une première confrontation manifestant 4e RT a lieu juste à côté de la rue d'Isly. Mais camions et barbelés empêchent tout passage. Alors, le gros de la manifestation se rassemble près de la Grande Poste, face à la rue d'Isly. Pour la bloquer, il n'y a que quelques dizaines de soldats. On se demandait ce qu'allait se passer, si vraiment... Surtout que c'était très dur, parce qu'il n'y avait pas de, si vous voulez, pas de barrage devant. C'était les hommes contre les hommes. On savait qu'on allait avoir contact. On a su tout de suite qu'on allait avoir contact. Et quand la foule s'est rassemblée à 1h, 13h, 14h, on a vu toute cette foule
qui criait Algérie française. Et devant cette foule, il y avait tous les petits gosses des écoles qui étaient devant, avec les drapeaux, Algérie française, et sans arrêt quand même. Ça m'a beaucoup mis mal à l'aise, disons un peu tendu. Et ces gens-là sont venus près de nous, et on ne peut pas dire ouvre le feu, c'est pas possible. Ils ont forcé le barrage. Sur ces images, il y a bousculade, engueulade. Les militaires sont débordés. Pire, les manifestants passent. Pourquoi ce flottement parmi les tirailleurs? Que se passe-t-il dans la tête du jeune officier, le lieutenant Houchen, qui les commande? Pense-t-il à la mission? Empêcher à tout prix les pieds noirs d'atteindre Bab el-Oued? Pense-t-il aux ordres, implacables? À ces hommes, à la fois déterminés et apeurés par cette foule? Quelle décision prendre dans une situation aussi folle? Vous êtes tous dans un état de tension, peut-être même plus, un état de tension maximum. Oui. Vous êtes débordés? On est débordés. Peut-être que le lieutenant Houchen a passé un appel radio, ou quelqu'un a passé un appel radio dans toute unité et vous êtes peut-être fait remonter les bretelles? Oui. Oui, sûr. Qui a passé cet appel radio? Je ne sais pas. C'est votre lieutenant? Oui. Votre lieutenant qui passe un appel radio? D'accord. Oui. Je me trompe ou... Non, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Le lieutenant passe en disant qu'on était débordés. Qu'est-ce qu'on lui dit? Refermer le barrage. Refermer le barrage et hors de formel de tirer si ça recommence. Et ils ont fermé le barrage. Ceux qui étaient passés, ou des groupes ont été séparés, ceux qui étaient déjà dans le Rudisli, d'autres qui étaient sur la place de la Poste et qui ne pouvaient pas franchir le barrage car ils avaient croisé leurs arbres. Là, on a compris que ça devenait dangereux. On a reformé le barrage et c'était toujours pareil, c'était des insultes, des crachats, des machins, tout y passait. Hein. Un militaire passe devant les tirailleurs, leur fait encore relever les canons des armes. Mais les soldats sont de nouveau débordés. Il y a même des manifestants derrière eux, ceux qui étaient déjà passés. La foule se rapproche. À ce moment-là, le lieutenant a donné l'ordre de mettre en action leurs armes et les diriger vers la foule. Donc ça a figé complètement cette foule. Il y a eu un ralentissement et il s'est avancé vers la foule. C'est à ce moment-là que moi j'ai passé ce barrage le long du mur pour aller faire une image de ce lieutenant. Il est presque 15 heures. Le jeune officier tente-t-il encore de raisonner certains manifestants? On l'entoure, on tchatche. Essaye-t-on encore de le convaincre de laisser le passage? Pour les tirailleurs, la situation redevient folle. Le moindre geste a son importance. Pourquoi certains manifestants entourent-ils le jeune officier? Pourquoi touchent-ils au chef? Le lieutenant, il est venu me voir, il me dit, sergent, qui me dit, pour dégager, qui dit, tirez une rafale en l'air. Et au moment que j'ai armé mon pistolet mitrailleur, du haut, de ma gauche, on s'est fait tirer dessus. Pour les militaires, il y a eu agression. On leur a tiré dessus, ils ont riposté, et tout a dérapé. Mais pour les pieds noirs, les militaires ont purement et simplement ouvert le feu. J'ai vu des flammes mèches, plusieurs flammes mèches sortir, des flammes bleues. Et je me suis dit à ce moment-là, mais il tire. Et au moment où je disais il tire, j'entendais la résonance, j'ai entendu le bruit des balles. Et je me suis vite retourné. C'est à ce moment-là que j'ai vu mon ami tomber, entraînant une dame avec lui. Version contradictoire. La certitude,
c'est qu'un véritable déluge de balles s'abat sur la foule. Ça a été la panique, les gens commençaient à crier, à courir, à se baisser, à se jeter par terre. Je fais la même chose, je me jette à plat ventre, la figure contre terre. Vous savez, c'est un réflexe humain. Vous êtes complètement à plat. Si vous pouvez passer en dessous les pavés ou le bitume, vous y allez. Hein. Et on se tient la tête et ça tire de partout et vous ne savez pas ce qui se passe exactement. Je lève les yeux et je vois dans le mur les balles qui s'enfoncent. Et je commençais à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur parce que je me suis dit, je vais être touchée, parce que les balles passaient pas loin au-dessus de moi. Et je voyais le mur s'effriter, ça tombait, il y avait une sorte de poudre blanche. C'était les impacts des balles, et d'un seul coup, j'ai été touchée. J'avais en face de moi le fusil mitrailleur à moins de 10 mètres, ou peut-être 10 mètres, c'est difficile. Je l'ai vu tirer, j'ai vu les gens tomber à droite, à gauche, ça a été horrible, quoi. Alors j'ai essayé de ramper et il y a un monsieur à côté de moi qui me dit « Ne bougez pas parce qu'on risque de vous achever ». Alors qu'est-ce que je fais? Je reste sur place et c'est à ce moment-là que je sors la deuxième balle. Une balle que je prends sous le pied. Alors je me suis dit « Là, je vais mourir ». Et puis, malgré que le monsieur me disait de ne pas bouger, je me suis retournée. J'ai reçu une troisième balle immédiatement après, dans le fémur droit. Et d'un coup, plus rien, le silence, plus rien. On entendait des cris « halte au feu », halte au feu, halte au feu, et donc plus rien. J'ai attendu quelques secondes, ça s'est passé, quelques secondes, peut-être une minute. Il était difficile d'évaluer le temps à ce moment-là. On n'attend qu'une chose, que ça finisse et qu'on se relève. Et à ce moment-là, c'est reparti. Les coups de feu ont recommencé, et c'est là où j'ai été blessée. Autour de moi, il y a énormément de gens qui gémissaient et qui criaient au secours. Il y a des personnes qui criaient un peu plus loin « halte au feu ». J'ai entendu « halte au feu », mais c'était des voix différentes. Il était impossible de faire arrêter un fusil mitrailleur, ou quelles que soient les armes. Impossible, impossible. Ce seraient les seules images tournées au moment du massacre. Plusieurs hommes hurlent. L'un d'entre eux implore un lieutenant de faire taire les armes, d'arrêter le massacre. Mon lieutenant, criez, je vous en supplie. Ce jeune lieutenant qui, quelques minutes auparavant, demandait aux manifestants de partir. Ces tirailleurs se déchaînent. Est-il dépassé? Affolé par ce qui était en train de se passer? Il y a quelques heures, son unité se mettait en place, pour une mission bien précise. Et ce qui pouvait arriver est arrivé. On a crié halte au feu, halte au feu. Moi j'ai même dit au nom de la France, halte au feu, mon lieutenant, halte au feu. Il est sorti aussi. Je suis allé taper sur l'épaule du tireur FM, halte au feu, halte au feu. Et donc ça s'est arrêté. Et après on entendait des coups de feu un peu dans les autres rues, que ça tirait aussi dans les autres rues. 46 morts et près de 200 blessés. L'Algérie française vient d'avoir ses martyrs. Un premier bilan à l'époque qu'il faut revoir. L'ouverture du feu rue d'Isly a déclenché des tirs d'autres unités et d'autres heurts avec les forces de l'ordre. Un peu partout dans Alger, ce 26 mars, pendant des heures, des tirs isolés et des fusillades alternent avec des moments d'accalmie. Aujourd'hui, certaines estimations feraient plutôt état d'une 60aine de morts et de 150 blessés. Je me suis assise et j'ai regardé autour de moi et il n'y avait que des morts, les gens ne bougeaient plus. Alors je me suis penchée vers ma sœur et je lui ai dit « René, ça y est, c'est fini, tu peux te lever ?» Elle ne m'a pas répondu. Alors je l'ai secouée à nouveau, je lui ai dit « Écoute, si tu es blessée, je vais t'aider. » Et elle ne m'a toujours pas répondu. Alors je l'ai prise sous les aisselles, je l'ai soulevée contre moi, sa tête est retombée sur mon bras et elle avait les yeux grands ouverts. Elle ne répondait plus. Alors là, je me suis mis à hurler, à hurler. Et les militaires qui étaient en face de moi, sur le trottoir d'en face, ils s'étaient repliés sur le trottoir. Je leur ai crié, vous êtes tous des assassins. Je perdais énormément de sang. Je regarde mon pied et je vois dans cet état-là, c'était de la bouillie. Il n'y avait plus de forme, plus rien.
Et à ce moment-là, j'entends la voix de ma sœur Annie qui me dit « Ils ont tué René ». Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que je me prenais le ciel sur la tête. Je vais maintenant appeler Yves Courrière qui doit se trouver sur les lieux et qui a peut-être quelque chose à nous dire. Allô Yves Courrière? Ici Yves Courrière, je suis à plat ventre sur une terrasse, sur un balcon d'un hôtel qui fait exactement le coin de Plateau des Glivières. Ce qui vient de se passer a été assez impressionnant, des rafales de mitrailleuses, des rafales de 12-7, des rafales de mitraillettes. Il y a pour l'instant, les soldats se sont regroupés, il n'y a absolument plus un civil. Quelques dizaines de mètres en dessous de moi, on transporte des blessés. Quelques civils ont pris 2 blessés par les bras et par les pieds. À ma gauche, je domine également la rue d'Issy. Et là, il y a un homme qui baigne dans une mare de sang. Des ambulances traversent ce plateau des Glivières qui semble absolument figé et s'y attend. À vous Paris. Quand on est arrivé donc à l'hôpital de Mustapha, bon, on nous a mis sur des brancards, mais il y avait un monde, du monde, une foule inquiète à la recherche d'un des leurs. Et puis quand nous étions dans cette chambre, c'est là que ma mère arrive avec mon père. Et puis maman donc ne savait pas que nous étions blessés. Elle avait appris que René était blessé. Et elle vient et elle nous dit comment vous aussi? Donc on lui dit oui, sans plus. Puis elle me dit René. J'ai pas pu lui dire. Je lui ai dit je sais pas maman, on s'est perdu dans la foule. J'ai pas pu lui dire à ma mère que ma sœur était morte. Mais c'était une abomination. Les gens étaient par terre, ils étaient tout nus. J'avais jamais vu des morts tout nus. C'est idiot de dire ça, mais c'est vrai. Et moi, je regardais, parce qu'il fallait bien que je le trouve. Il fallait que je le trouve. Mais je voyais rien, je ne voyais pas. Ils avaient les pieds éclatés. Il y avait des bandages, il y avait du sang partout, des linges blancs et plein de sang. Oh. Les têtes, c'était une horreur, c'était horrible. Et je ne le trouvais pas. Alors je crois que c'est à ce moment-là, je me suis mise à hurler, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Ça sort tout seul. Vous hurlez et vous ne pouvez pas vous arrêter, je m'entendais. Et je m'entendais dire, je ne le trouve pas, je ne le trouve pas. Que quelqu'un m'a amené dans une salle où il y avait des tables. Et sur ces tables, il y avait des morts. Mais les morts étaient habillés, là, dans cette salle. J'ai traversé cette salle, je ne sais pas où je courais partout. Je faisais comme les gens. On se cognait, on s'attrapait, on pleurait, on tombait. Les femmes tombaient par terre. Enfin, c'est vrai, mais c'était une bousculade qui a duré je ne sais pas combien de temps. On était fous, Tout le monde hurlait. On était devenus tous fous. C'était pas réel, c'était pas vrai. Mais qu'est-ce que je faisais là, quoi? Quand vous pouvez pas croire quelque chose, vous vous demandez ce que vous faites là. Qu'est-ce que je faisais là, avec tous ces morts tout nus et tout ensanglantés, c'était horrible. Et puis donc j'ai traversé cette salle. Et puis il y avait une autre salle plus petite. Et là, j'ai vu tout de suite que c'était lui. J'ai pas vu son visage, mais vous savez, l'homme que vous aimez, vous le reconnaissez de n'importe quelle manière. Même si vous ne voyez pas son visage, vous voyez sa silhouette, vous savez que c'est lui. Puis je savais que c'était lui, quoi. J'ai vu de loin. Il était habillé. Pour les uns, le cauchemar commencé rue d'Isly continue dans les hôpitaux et les morgues. Les soldats du 4e RT, eux, commencent à réaliser l'ampleur du désastre dans lequel ils ont été impliqués. On écoute à la radio, on a tous
à la radio pour savoir exactement. Puis voilà quoi. En fait, vous vous réentendez à la radio. Oui, oui. On écoute, on essaye d'écouter chacun à son poste. Et on essaye d'écouter vraiment. Pourquoi vous essayez d'écouter? Savoir exactement les réactions, les commentaires à la radio, quand il y a des journalistes à la radio, les commentaires, les morts, les blessés, savoir. Tout le monde était en pleurs. Tout le monde était en pleurs. Hein, des tirailleurs comme des officiers. C'était pas ce qu'ils avaient souhaité. Et les sous-officiers, les officiers, les tirailleurs étaient, je peux vous assurer, abattus par ce qui s'était passé. Abattus, vous pensez, parce que, quelque part, quelque chose qui s'annonçait comme difficile a quand même beaucoup merdé, ou parce que finalement, quelque part, il a rempli la mission et on ne se sent pas bien? Je pense que je ne suis pas dans le cœur de chacun. Je ne peux pas répondre à cette question. Hein, je ne peux pas répondre à cette question. Personne ne s'est vanté d'avoir été présent ce jour-là. Ça, je peux vous l'affirmer. Voilà, ça c'est certain. Personne ne s'en est vanté. Personne n'a été fier d'avoir été là ce jour-là. On n'a jamais parlé de ça entre nous. De temps en temps, on avait un mot, une phrase qui fusait, mais c'était tabou, on n'en parlait pas. Le soir même, l'événement, c'est l'allocution télévisée du général de Gaulle. Il y est question des récents accords d'Évian, des prochaines étapes qui mènent inexorablement à une Algérie indépendante. Aucune allusion au drame du jour. Soumettons au peuple français le projet de loi du référendum, je lui propose d'adopter solennellement les mesures prévues par les déclarations gouvernementales du 19 mars en ce qui concerne, d'une part, le cessez-le-feu et l'autodétermination en Algérie. La grand-messe télévisée, les victimes de la rue d'Isly y auront droit 2 jours après le drame, servi par Christian Fouché, le nouveau haut-commissaire de France en Algérie. Comme vous, je déplore ces morts d'hier, ces victimes innocentes, elles, poussées à la mort par des assassins. Le message est clair. Les responsables de ce massacre sont désignés. L'OAS, à la population européenne d'Algérie d'en tirer les leçons. Oh, ceux qui vous guident vers la mort, qui vous guident vers le drame, pour Alger et pour vous, eux le savent. Ils savent bien qu'ils n'ont plus qu'une chose à faire pour sauver leur mise. C'est de s'appuyer sur votre sacrifice, ils se trompent. Car leur partie est perdue. Elle est archi perdue. C'était un échec effroyable qui venait en quelque sorte sanctionner une marche inéluctable de l'histoire. Nous avions tout fait pour nous opposer à cette marche-là, mais là, la fusillade de la rue d'Isly a été dramatique. Voilà. Quelles que soient les responsabilités, pour les autorités politiques, le massacre du 26 mars est doublement utile. L'OAS va continuer de se déliter, tout en menant des combats d'arrière-garde aussi sanglants que dérisoires. Et surtout, cette tuerie démontre aux pieds noirs que l'armée française n'est plus là pour les protéger. Pour les Français d'Algérie, c'est l'état de choc. Le drame a un retentissement immédiat. C'est le signal de l'exode. Après les cercueils de la rue d'Isly, c'est la valise. Pendant que l'Algérie française continue de faire naufrage, l'enquête de gendarmerie diligentée aussitôt après le massacre n'amènera à rien. La thèse de la provocation armée provenant d'un ou de plusieurs mystérieux tireurs, d'une riposte, puis d'un dérapage prévaut. Il n'est évidemment pas question d'un possible calcul
qui aurait amené cette unité au bon endroit, au bon moment. Le rapport se contente de cette addition. Foule, plus tirailleurs apeurés, plus tir d'agents provocateurs, plus incohérence et manque de sang-froid de l'encadrement, égale tuerie. Le 4e RT, lui, sombre à peine 2 mois après le massacre. Fin mai 1962, celui qui était un des régiments les plus titrés de l'armée française est dissous. La rue d'Isly aura été, en quelque sorte, sa dernière campagne. Donc le régiment a été dissous, on a rendu les matériels, on a rendu les pactages, on a été rapidement dispersés. Ça a contribué à la chape de plomb. On n'était plus ensemble. Et il y avait cette volonté politique de ne pas en parler. Cette volonté militaire de ne pas en parler. Pourtant, feu le 4e RT est replongé une dernière fois, d'une certaine façon, dans la rue d'Isly. Début 1963, à l'occasion du procès de Jean-Marie Bastien-Thierry, l'instigateur de l'attentat du Petit Clamart. Bastien-Thierry invoque la rue d'Isly comme un des événements justificateurs de sa tentative d'assassiner De Gaulle. Plusieurs anciens officiers du 4e RT sont convoqués. Pendant quelques heures, le procès de Bastien-Thierry devient celui de la rue d'Isly. Il n'en ressortira rien. Pour les officiers, le 4e RT a été victime d'agents provocateurs. Tueurs de l'OAS, tueurs à la solde de police parallèle gaulliste, genre Barbouze, tout y passe. On peut toujours arpenter la rue d'Isly, ce sera en vain. La mitraille de questions, elles resteront en partie sans réponse. Faute de pouvoir interroger les responsables politiques et militaires de l'époque, aujourd'hui décédés. Faute d'accès total à tous les dossiers, toutes les archives concernant cette affaire. Il reste une intime conviction. L'unité rendue responsable de ce bain de sang, comme ceux qui ne croyaient ce jour-là que manifester, ont été instrumentalisés. Et ce qui pouvait arriver est arrivé. La rue d'Isly ne débouche, finalement, que sur une impasse. Alors effectivement, le cachot, c'est le lieu où Bernadette a fait sa première communion, pardon,